L'objectif de cette vidéo est d'énoncer et démontrer le célèbre théorème de Césareux, qui était un théorème de convexité. Ce théorème raconte que pour une suite réelle ou complexe, si je considère la suite des moyennes des n premiers termes de la suite, si la suite un converge vers L, alors la suite des moyennes converge également vers L. Pour imaginer, si vous vous trouvez dans une première année de classe préparatoire qui ne dure pas un an, mais qui dure une infinité de temps, vous imaginez que vous avez des notes qui sont un peu chaotiques au départ, 3, 18, 2, 17, et si vous commencez à avoir des notes qui se rapprochent de 15 et qui sont toujours égales à 15, et qui continuent à être égales à 15 indéfiniment, eh bien vous allez avoir une moyenne qui va converger vers 15. On va démontrer ce théorème de Césareux. La démonstration de ce théorème est difficile, puisque pour démontrer que si un converge vers L, ces moyennes convergent vers L, on va être obligé de revenir à la définition de la limite, définition à epsilon près. Donc on va tout de suite poser ce qu'on veut démontrer. Donc on sait que la suite un converge vers L, et l'objectif est donc de démontrer que Sn converge vers L. On se fixe donc un epsilon qui est strictement positif, et on dit tout de suite ce que l'on cherche. On cherche un rang, que je vais appeler grand N epsilon, on cherche à savoir s'il existe. Donc on cherche s'il existe un epsilon appartenant à n, tel que, pour tout entier naturel n, si n dépasse le rang n epsilon, alors la distance entre Sn et L est majorée par epsilon. Donc on cherche à savoir s'il existe un rang à partir duquel on a la majoration suivante de la distance entre Sn et L. Donc il faut déjà bien cibler que l'inconnu ici, c'est le rang à partir duquel on dispose de cette propriété. Alors pour montrer l'existence de ce rang, on peut compter sur notre hypothèse qui est de dire que la suite un est une suite qui est convergente vers L. Alors avant de voir comment intervient l'hypothèse, on va déjà se concentrer sur ce qu'on veut démontrer. Ce qu'on veut démontrer, c'est que la distance entre Sn et L est majorée par epsilon à partir d'un certain rang. Donc ce que je vais chercher à faire, c'est à calculer Sn moins L en essayant de faire apparaître des termes qu'on sait rendre arbitrairement petits. Sn, c'est la moyenne des termes de la suite. Je vais donc ajouter cette fraction à L, et en réduisant au même dénominateur, on retrouve au numérateur donc la somme des n premiers termes de la suite, nl après réduction au même dénominateur, et le dénominateur commun va être égal à n. On s'aperçoit que le nombre de termes de la suite qu'on additionne, c'est le nombre de fois qu'on a la suite L. Donc on va pouvoir associer à chacun des termes de la suite une fois la limite. Donc on va récupérer u1 moins L, plus u2 moins L, plus etc. jusqu'à un moins L. Le nombre de fois qu'on a L correspond au nombre de termes de la suite, ce qui permet cette association. Le tout sera divisé par n. Par propriété du module ou de la valeur absolue, tout dépend si on travaille avec une suite réelle ou complexe. Comme le module du quotient, c'est le quotient des modules, et que le module de n est égal à n, on va pouvoir mettre en facteur le terme 1 sur n. Comme la distance entre UK et L, on sait la rendre aussi petite que possible à partir d'un certain rang, on va utiliser l'inégalité triangulaire pour majorer cette expression. Donc voilà la première majoration qu'on effectue, c'est une majoration naturelle. Quand on est sûr que les termes par lesquels on majore sont petits au moins à partir d'un certain rang, on utilise donc notre inégalité triangulaire. Donc là, on utilise la première inégalité triangulaire généralisée, puisqu'on a une somme de n termes. Là, on voit qu'on fait apparaître des termes qu'on peut rendre asymptotiquement petits, puisqu'on sait que un est une suite qui tend vers L lorsque n tend vers l'infini. Donc pour cet epsilon donné, je sais par hypothèse que je suis capable de trouver un rang, que je vais appeler n epsilon. Donc il existe un rang. Donc cette existence est liée à notre hypothèse de convergence de un vers L, donc tel que pour tout entier naturel n, si petit n dépasse le rang n epsilon,
alors je suis sûr que la distance entre UN et L sera plus petit ou égal à epsilon. Donc maintenant, ce que je vais chercher à faire, c'est à séparer les termes qui sont ici en deux, ceux dont les indices sont plus petits strictement que n epsilon, et ceux dont les indices sont supérieurs ou égaux à n epsilon. Donc il est bien évident qu'à partir de maintenant, l'anti-n que je considère sera évidemment supérieur à n epsilon. Donc le dernier terme pour lequel je n'ai pas cette domination, c'est u n epsilon moins 1 moins L. Donc je casse la somme en deux, et je mets dans la deuxième partie de la somme tous les termes que je sais majorer grâce à la convergence de UN vers L. Le terme que je récupère ici est un terme qui, pour le coup, ne va pas dépendre de n, mais va ne dépendre que de epsilon. Ce terme-là, je vais le baptiser k epsilon. Et donc j'obtiens que pour n supérieur ou égal à n epsilon, je vais l'écrire, si n est supérieur ou égal à n epsilon, je peux bien faire cette comparaison, et je vais donc bien récupérer que Sn moins L est majoré par k epsilon sur n. Donc là, j'ai juste réécrit ce terme-là sous un autre nom, là je n'ai pas effectué de majoration. Et là, par contre, j'effectue une majoration. Tous les termes de cette somme sont chacun majorés par epsilon. Donc le nombre de termes de la somme étant égal à n moins n epsilon moins 1, le nombre de termes est plus petit que n. Donc là, je vais récupérer comme majoration n moins n epsilon moins 1 multiplié par epsilon. Comme ce terme-là est clairement plus petit que n, je peux donc faire une majoration un peu plus grossière en disant que cette expression est donc majorée par ceci plus epsilon, puisque le nombre qui est là est plus petit que n, donc la fraction qui est ici est plus petite que. Donc je sais déjà majorer ce terme-là par epsilon. Or, k epsilon est un terme qui dépend de epsilon, qui est une quantité qui est fixée durant tout l'exercice. Donc, si je prends n suffisamment grand, comme ce terme tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini, je peux assurer qu'il existe un rang que je vais appeler n0, appartenant à n, tel que eh bien, si n dépasse le rang n0, alors le nombre k epsilon sur n ici, qui est positif, va être majoré par lui aussi epsilon. Donc si je choisis maintenant de prendre dans toute la suite de ma démonstration un n qui est supérieur ou égal au maximum de n0 et de n epsilon, eh bien je vais bien pouvoir majorer Sn moins L par epsilon, pour ce terme-là, plus epsilon, plus ce terme-là. Donc je majore mon expression par 2 epsilon à partir d'un certain rang. Alors vous allez dire, les esprits chagrins diront que bon, on n'est pas exactement dans le cahier des charges, parce que nous on cherchait un rang à partir duquel cette expression était plus petite que epsilon, alors que nous on arrive à 2 epsilon. Alors si vous voulez conclure directement, il suffit de dire que le rang à partir duquel vous avez cette propriété, c'est le rang à partir duquel la distance entre UN et L est divisée par epsilon sur 2. Donc là je vais récupérer un terme en epsilon sur 2. Et ici, ce terme-là, comme je peux le rendre arbitrairement petit, je peux bien trouver un rang à partir duquel il est plus petit que epsilon sur 2. Du coup, la majoration que je vais récupérer est de l'ordre de epsilon sur 2 plus epsilon sur 2. Je récupère bien ma majoration souhaitée, que ceci est inférieur ou égal à epsilon. Et donc, le rang n epsilon que l'on cherche, c'est le rang n epsilon qui est ici. Donc, on peut dire que si n est supérieur ou égal à n epsilon, qui est égal au max de n0, celui qui est ici, et de n epsilon, celui qui est là-haut, eh bien la distance entre Sn et L est bien plus petite que epsilon. Donc on vient bien de démontrer que quel que soit epsilon positif, je peux trouver un rang à partir duquel la distance entre Sn et L est plus petite que epsilon. En revenant à la définition, on vient de démontrer que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de Sn est bien égale à L. Donc on vient bien de démontrer que si la suite UN converge vers L, alors Sn, la suite des moyennes, converge vers L. Donc
la convergence des moyennes, elle est nécessaire pour avoir la convergence de la suite. Alors on peut se poser la question de savoir si la réciproque est vraie ou si la réciproque est fausse. Alors la réciproque est malheureusement fausse, malheureusement ou heureusement, puisque du coup le théorème de Césarov va ouvrir une convergence faible. Donc on va pouvoir parler de convergence pour des suites qui ne convergent pas au sens dans lequel on l'a défini dans le cours. Un contre-exemple très très simple pour l'implication réciproque serait de prendre une suite qui fait juste des oscillations, par exemple entre 0 et 1. Si vous prenez la suite un qui est définie par moins 1 à la puissance n. Si vous regardez les valeurs de Sn, elles vont prendre quoi comme valeur? La première valeur de Sn, c'est moins 1 sur 1, donc ça va faire moins 1. Si je rajoute le terme suivant, je vais récupérer 0. Et ensuite, si je récupère le terme suivant, je vais récupérer moins 1 sur 3. Puis si je rajoute le terme suivant, je vais récupérer 0. Puis en rajoutant le terme suivant, je vais récupérer moins 1 sur 4. Donc on s'aperçoit que le numérateur, il ne prend que deux valeurs, soit 1, soit moins 1. Donc, a priori, notre valeur de Sn va être en valeur absolue égale à quoi? Donc je vais mettre une valeur absolue pour être sûr de maîtriser le signe. Le numérateur, il est soit égal à 0, soit égal à moins 1. Donc je vais dire que la valeur absolue, elle va être inférieure ou égale à 1 sur le nombre de termes au dénominateur sur n. Puisque le numérateur étant égal soit à 0, soit à 1, cette fraction en valeur absolue, elle est soit égale à 1 sur n, soit égale à 0 sur n, c'est-à-dire 0. Donc vous vous apercevez qu'avec ce choix pour la suite un, la suite Sn, elle est positive en valeur absolue, elle est majorée par 1 sur n, c'est une suite qui tend vers 0, alors que la suite un, elle est notoirement divergente, puisque la suite des termes de rang pair tend vers 1, et la sous-suite des termes de rang impair tend vers moins 1. On a donc deux sous-suites qui convergent vers des limites différentes, un diverge. Donc on vient bien de trouver une suite un telle que Sn converge, elle converge vers 0, et telle que un diverge. Donc le théorème de Césarov, alors certains diront malheureusement, et moi je dirais heureusement, puisqu'il nous offre, je voulais expliquer d'autres perspectives, n'a pas de réciproque.